Bonsoir à tous. À l'approche des élections gouvernementales de San Andreas, l'heure est venue pour les citoyens de choisir un cap, une direction et surtout une équipe pour gouverner. Dans ce contexte électoral chargé de promesses et de confrontations idéologiques, We The News donne la parole aux principaux partis en lice pour éclairer les électeurs sur leurs intentions, leurs différences et leur capacité à répondre aux enjeux concrets du territoire. Aujourd'hui, nous recevons les candidats du parti ASAP avec Alex Reynes comme prétendant au poste de gouverneur et Leonard Davis en gouverneur adjoint. Leur programme articulé autour du budget, de l'adaptation sécuritaire et de la transparence citoyenne entend à offrir à San Andreas une gouvernance réactive, structurée et pragmatique. Le slogan est clair, un gouvernement présent, réactif et qui tient ses engagements pour San Andreas, ils l'ont écrit. Derrière cette promesse, des propositions concrètes. Création de nouveaux délits, ajustement des peines, ouverture de sessions de dialogue avec les citoyens, renforcement de services publics dans la structure décisionnelle et un usage plus dynamique de l'argent public. Ensemble, nous aborderons aujourd'hui les valeurs fondatrices du parti, ses priorités de gouvernance, sa vision de la relation entre l'État et les citoyens, mais aussi les mesures spécifiques qui dessinent les contours d'un potentiel mandat. Je suis Francine Schmitz pour Weasel News et voici l'interview des candidats du parti ASAP. Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au Weasel News, comment allez-vous? Bonsoir, eh bien, écoutez, ça va très bien. Bonsoir Madame Schmitt, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Plaisir partagé. On a quelques questions qui commencent à devenir un petit peu traditionnelles with the news. On y est accroché, mais ça, je trouve que c'est toujours des bonnes questions pour apprendre à vous connaître et à avoir conscience de la façon dont vous appréhendez, vous, la politique entre vos mains. Est-ce que vous pouvez présenter les valeurs de votre parti, s'il vous plaît? Bien sûr, alors donc les valeurs de notre parti ASAP, globalement, c'est de défendre le bien commun. Ça peut paraître être l'objectif de toute politique, de dire qu'on œuvre pour le bien commun, mais force est de constater que parfois l'ego surpasse ça, et chez ASAP, c'est pas le cas. Ce qu'on souhaite, c'est œuvrer pour le plus grand nombre et mettre en place des politiques concrètes, durables et pour le bien de tous. Personnellement, j'ai rejoint ASAP il y a maintenant, plus d'un an, et cette ligne, j'ai essayé de la garder, de m'impliquer, pour les citoyens, du mieux que je le pouvais au travers les différents postes, que j'ai eus, et d'essayer de défendre ces valeurs qui nous sont chères, et d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent les défendre avec nous, donc les services publics, et tous les gens de bonne volonté, qui le souhaitent. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Alex. Le bien commun, ça a toujours été notre mot d'ordre, et ça traduit par des choses qui sont souvent très concrètes et pas si compliquées. Beaucoup de pragmatisme d'adaptation à la réalité, de pas pousser des mesures par pure idéologie, mais vraiment s'adapter à la réalité et à ce qui fait sens sur le moment. Bien sûr, miser énormément sur les services publics, et puis tout simplement beaucoup de volontarisme et de transparence. Vous nous verrez pas beaucoup tergiverser et dire les choses pour faire des effets d'annonce. On va aller vers l'avant, et puis on va essayer de faire en sorte que les choses avancent. Des hommes d'action alors. Tout à fait. Bah, je pense qu'on l'a démontré, de par nos parcours, que ce soit, Léonard en tant que gouverneur ou moi à travers, mes postes dans les forces de l'ordre ou en tant que maire. On est là pour réfléchir, mais on est là aussi pour agir, et à un moment donné, au-delà de la réflexion, bah, il faut prendre des décisions. Ces décisions, il faut les assumer, et c'est quelque chose qu'on n'a aucun mal l'un comme l'autre à faire, à s'impliquer, à s'engager et à être présent sur le terrain. Parce que c'est important, la politique, ça se fait pas dans une tour d'ivoire, ça se fait au contact des citoyens, au contact des entreprises, au contact des gens. Et comment mieux connaître la température de notre État qu'en discutant avec les gens, en allant vers eux et en échangeant avec eux. Quelle est votre priorité si vous êtes élu gouverneur et pourquoi avoir choisi cet axe-là?
Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 2 axes qui nous tiennent à cœur. Le premier sur les finances, vous l'avez dit, on a à cœur de reprendre un petit peu l'utilisation de l'argent public qui stagne, qui dort, ce qui est pas normal. Il doit y avoir une sécurité, minimale dans les fonds de l'État, de manière à pouvoir, parer à des imprévus. Ça peut être comme on a eu des semaines d'impôts exonérées par l'État fédéral, et donc il faut soutenir les mairies qui ne pourraient pas vivre sans une semaine d'impôts, ou pour qui ce serait très compliqué. Ça peut être aussi des problèmes de règlement dans les services publics, donc où il faudrait pallier à certaines défaillances. Ça peut être du matériel à acheter. Donc il faut un matelas, je dirais, d'une trentaine de millions de dollars, ce qui est largement suffisant. Et tout le reste, ça doit être utilisé pour le bien des citoyens. Donc ça, c'est une mesure. Il y a plein de points sur lesquels on peut travailler. Donc ça nécessite aussi un accès aux chiffres. Ça peut être du travail sur les revalorisations des primes exceptionnelles pour les services publics. Ça peut être un travail sur des modulations ponctuelles d'ISF. Donc tout ça, c'est des choses qui se feront en réflexion en ayant sous la main les éléments chiffres. comptables, les chiffres, qui aujourd'hui ne sont accessibles que par le gouvernement. Si les finances du gouvernement le permettent, on peut très bien travailler sur des aménagements de ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'argent public plutôt que de le laisser stagner et de laisser peut-être d'autres entités de l'État se dire qu'il y a de l'argent et donc venir le récupérer pour faire des travaux et des choses qui sont peut-être pas les plus urgentes. Aujourd'hui, les citoyens ont besoin qu'on investisse sur eux et pour eux. Totalement. Et en complément, il y a 1 an et demi maintenant, pour ceux qui sont là depuis longtemps, quand j'avais pris le poste de gouverneur, les finances du gouvernement étaient dans un état compliqué. On perdait de l'argent toutes les semaines et on filait vers la banqueroute. Donc il y a des décisions assez difficiles qui ont été prises, des contrats qui ont été renégociés, des aides qui ont été coupées. Voilà, les économies ont été faites de la meilleure manière possible, parce que sur le moment, c'est ce dont je parlais juste avant, en termes de pragmatisme, les économies étaient à faire pour remettre le gouvernement dans une direction qui était saine. Aujourd'hui, les finances sont totalement saines, elles sont même excédentaires, et de la même manière que quand il y a de l'argent à trouver, il faut le trouver, quand il y a de l'argent disponible, il faut l'utiliser. Le gouvernement et les administrations de manière générale, c'est pas des entreprises, on n'est pas à but de faire du profit. Cet argent-là, il provient des habitants de San Andreas et il doit retourner aux habitants de San Andreas. Petite question, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, mais un petit peu plus tôt, Monsieur Haynes, vous parliez justement de vérifier la faisabilité financière avec en effet les comptes qui sont entre les mains du gouvernement actuel, mais nous avons la possibilité en tant que citoyens d'y avoir accès, il me semble. On parlait spécifiquement de l'ISF. Oui, mais par exemple pour l'ISF, vous avez besoin du détail par tranche pour voir s'il est viable, qu'est-ce qui est viable de faire, de baisser quelle tranche de pourcentage, ce qu'il est envisageable de faire. Et ces chiffres-là ne sont pas publics. Donc c'est en ça que j'entendais sur le fait qu'on a besoin de compléments sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas globalement publics. En termes d'impôts, vous avez le montant global, pas le détail. D'accord, très bien. Comment est-ce que vous pensez renforcer, ou même certains diraient restaurer, la confiance entre le gouvernement et les citoyens? Je pense que ce qui manque aujourd'hui énormément aux citoyens vis-à-vis du gouvernement, c'est de la communication et de l'échange. On a l'impression que le gouvernement n'agit pas, n'avance pas, sort une loi de temps en temps et on ne sait pas sur quoi il travaille, on ne sait pas quels sont les dossiers en cours ni l'avancement des dossiers. Quand on se présente devant vous pour faire un programme, devant les citoyens, pour proposer des choses, pour se faire élire, on fait plein de promesses. Et ces promesses-là, qu'en est-il un mois après, 2 mois après, et à la fin du mandat? Et aujourd'hui, je pense que ce qu'ont besoin les citoyens, c'est que le gouvernement leur explique l'avancement des choses, les projets sur lesquels on travaille, donc de communication. Et c'est en ça qu'on va proposer des communiqués réguliers, des interviews régulières et des questions au gouvernement. Les citoyens ont besoin que le gouvernement leur rende des comptes. Ils sont élus par le peuple, pour le peuple, et donc il faut absolument que le gouvernement ait des moyens de rendre compte aux gens qui ont voté pour ou pas d'ailleurs.
Donc, pour moi, la base de la relation entre le citoyen et le gouvernement, elle va passer par une meilleure communication, une présence et montrer que les choses avancent. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a des choses qui peuvent être faites très rapidement et qui seront faites très rapidement. Mais il y a des choses qui vont prendre du temps. Et ça, il faut l'expliquer, il faut faire un état des lieux de l'avancement des choses pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que tout sort pas du chapeau du jour au lendemain. Tout à fait. Et de la même manière, quand on est au gouvernement, il est assez facile de se laisser happer par le quotidien, par les difficultés du moment, le dernier élément important à gérer, la dernière crise, et d'oublier un petit peu ce qu'on avait mis dans le programme au début. Ça arrive assez régulièrement, et une des manières de ne pas laisser ça arriver, c'est aussi de devoir en rendre des comptes régulièrement, et de devoir aussi justifier, tout simplement, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on sait qu'on le fera pas parce que quand l'étude a été faite, il s'avère que soit c'est pas possible, soit c'est pas viable, soit finalement la situation telle qu'elle est probablement la meilleure. C'est aussi des choses qu'il faut être capable de dire, d'expliquer très rapidement et de pas se retrouver en fin de mandat en disant bon alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mandat, alors tout ça ça n'a pas été fait et de le laisser un peu passer sous le tapis. Je pense que tout simplement un peu de transparence et un peu euh, de communication, comme on disait, permet de redonner beaucoup de confiance. En quoi votre parti se distingue-t-il fondamentalement de vos concurrents dans cette élection? Aujourd'hui, en face de nous, nous avons un jeune parti politique qui vient d'être créé, qui n'a pas daigné se faire une expérience sur peut-être des choses plus accessibles comme les mairies. Donc, est-ce que la politique qu'il propose est viable? On peut se poser la question. Elle a le mérite d'avoir des nouveautés, mais est-ce que c'est vraiment adapté à notre île? Chacun se fera son propre avis. Heu, Nous avons un parti qui est au pouvoir depuis 6 mois, avec le parti BAT, qui globalement a montré que les choses prenaient beaucoup de temps à se faire, alors que parfois elles devraient être sans doute plus rapides et plus réactives. En soi, des propositions intéressantes, mais le problème, c'est que pourquoi c'est pas déjà mis en place depuis 6 mois? Donc ces questions-là, elles nous interrogent, beaucoup. Et enfin, nous avons le parti Youpi qui lui aussi a quelques propositions intéressantes. Je pense que, comme je vous disais, il y a du pragmatisme à avoir et des bonnes idées, partout. Et le parti Youpi qui me paraît parfois avoir, des mesures un peu plus démagogues que ce qu'on peut avoir. Moi je préfère rester dans le côté réaliste et pragmatique, et éviter cette démagogie. Et du coup, la plus grande menace, pour vous, c'est qui? Un peu En fait menace, c'est un bien grand mot, hein. En fait, je vois pas ça sous forme de menace. C'est-à-dire que ce qu'on propose, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui nous paraît réaliste, réalisable, qui nous paraît bon pour l'ensemble des citoyens. Ça va être aux électeurs de choisir, ce qui leur plaît le plus. J'ai des idées qui sont différentes de celles de nos opposants, qui se rejoignent parfois sur certaines choses. Vous allez trouver des points communs dans certains des programmes. On parle beaucoup de communication parce que ça paraît être la base. Il y a beaucoup de choses dans notre programme qui sont aussi des choses qui paraissent évidentes, mais qui aujourd'hui sont pas en place. Donc ça nous paraissait important de le dire. Et j'espère peut-être que dans 3 mois, ce sera devenu une évidence que le gouvernement doit communiquer et doit être présent et réactif et qu'on n'ait plus besoin de le mettre. Mais aujourd'hui, c'est pas une menace. Les gens d'en face, ils ont des idées différentes. Je défendrai les miennes. J'aurai un avis critique, qu'il soit positif ou négatif sur ce qu'ils proposent. Heu, mais après, il faudra qu'ils justifient certaines choses et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre et de leur poser nous-mêmes les questions, sur des points qui nous paraissent, peut-être discutables dans leurs propositions. Ouais, le terme de menace est pas spécialement, quelque chose que nous on ressent. Aujourd'hui, pour la première fois depuis, je sais même pas combien de temps, il y a 4 listes, ce qui veut dire qu'il y a effectivement des propositions qui sont très différentes. Ça laisse aux gens, l'opportunité de réellement, se poser les bonnes questions et heu et voter, pour des valeurs qui leur ressemblent. Heu, En aucun cas ça c'est une menace, c'est une chance, pour les électeurs. Nous on est évidemment persuadés
que notre proposition est plus intéressante que celle de nos concurrents, sinon on se présenterait pas. Maintenant, il n'y a pas de menace. Bon, on a pu évoquer avec vous des questions un petit peu généralistes pour vous mettre dans l'ambiance, pour qu'on puisse ensemble un petit peu s'orienter vers des questions un petit peu plus ciblées autour de votre assez long programme. Dans ce programme, il y a un moment, vous évoquez une réelle volonté d'intégrer davantage les représentants des services publics Tout aux à fait. organes institutionnels. Mais en pratique, qu'est-ce que ça va avoir comme forme? Est-ce qu'on est plutôt sur une réforme statutaire? Est-ce qu'on est sur des sièges réservés? Est-ce qu'on est sur une nouvelle instance? Est-ce que c'est plus des réunions? Alors, aujourd'hui, la place des représentants des services publics au sein des organes institutionnels, elle est relativement inexistante, puisque les agents des services publics élisent leurs représentants et ces représentants, eh bien, n'ont pas voix au chapitre Ils ne parmi représentent à rien globalement. voilà, les représentants des entreprises privées. Et tout le monde dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, les services publics, ils sont représentés par leur mairie, notamment au sein de l'Assemblée. Donc aujourd'hui, moi, je crois fondamentalement que il faut leur créer une place parce que la mairie n'a pas vocation de défendre les agents des services publics. Elle le peut, mais ça reste le patron du chef de service et qui supervise l'intégralité du service. Donc elle ne défend pas les mêmes intérêts. C'est comme si une entreprise, on disait, bah, les représentants employés ne servent à rien puisqu'ils peuvent être défendus par leur patron. C'est pas tout à fait vrai. Les intérêts sont un petit peu différents, même si parfois ils se rejoignent. Ils sont globalement pas toujours coïncidents. Donc cette forme-là, elle va prendre déjà par des échanges avec les représentants des employés du secteur privé. Parce qu'il faut garder cet équilibre au niveau, par exemple, de l'Assemblée. Rajouter un membre dans l'Assemblée, ça n'a pas forcément de sens, dans la mesure où passer à 6 membres lors des votes, ça peut déséquilibrer les choses et créer des phénomènes d'égalité sur les votes, et ce qu'on voudrait relativement éviter. Mais pour autant, aujourd'hui, il faut prendre en considération les agents des services publics qui représentent une part non négligeable des travailleurs de notre État et qui aujourd'hui n'ont pas voix au chapitre. Donc c'est quelque chose qui, comme vous pouvez le constater sur le programme, est un travail qui va être mis en place avec les agents des services publics, les représentants, avec les représentants des employés, avec les membres de l'Assemblée aussi, puisque c'est quelque chose qui est peut-être plus vaste que simplement de dire on les met là et puis ça va marcher, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de ramifications et beaucoup d'impact. Mais aujourd'hui, personne ne se penche sur ce point-là et nous, on va le faire. En tout cas, on sait que c'est un sujet qui est déjà sur le tapis et qui est déjà assez sur lequel on est attendu de sources sûres à la commission employée et chez certains représentants des services publics. C'est un sujet qui est dans les esprits, donc on a envie de le prendre à bras-le-corps et de donner la place qui se justifie aux représentants des services publics. Au début de notre échange, dans cette première partie, on a parlé com. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est également présent dans votre programme, avec l'ouverture de sessions de questions au gouvernement mensuelles. Voilà, c'est quand même une proposition qui est intéressante. Est-ce que vous allez garantir un droit de réponse élargi aux citoyens ou même des suivis concrets sur les points soulevés lors de ces sessions? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous vous appelez un prévoyez droit comme de réponse? organisation? Le but des questions au gouvernement, c'est d'y répondre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait idéalement, ce soit que ce soit interactif, que ce soit en direct, que ce soit avec les gens, que ce soit idéalement, on verra dans quelle mesure c'est faisable ou pas, mais pas préparé. C'est-à-dire qu'on n'ait pas les questions à l'avance ou qu'on soit pas, voilà, qu'on n'ait pas des éléments de langage tout prêts, mais que ce soit réellement un échange avec les citoyens. Donc, mis à part si la question est très manifestement désobligeante et pas dans le but d'avoir une réponse, mais dans le but de faire l'intéressant, bien évidemment que les personnes qui viennent, qui prennent de leur temps et qui se déplacent pour poser des questions auront une réponse.
L'idée derrière cette proposition, c'est justement cette notion d'accessibilité du gouvernement derrière. On n'est pas dans une tour d'ivoire, les citoyens, on a des comptes à leur rendre, donc qui viennent nous poser les questions. Donc c'est du direct, c'est en face, c'est du face à face. C'est de manière à leur répondre limpide et comme l'a dit Léonard, sans éléments de langage, sans forcément avoir les choses à l'avance, les questions préparées, et de montrer du concret, du terrain et quelque chose qui soit franc et vrai devant les citoyens. Vous mentionnez vouloir éviter que l'argent public stagne de manière déraisonnable pour vous citer dans votre programme. Euh, et du coup, que ça reste dans les caisses de l'État. Est-ce que vous avez déjà identifié des secteurs précis où des investissements sont réalisés? Comme j'en parlais, dans les points qui peuvent être envisagés, donc c'est de faire des primes exceptionnelles pour les services publics, des baisses d'impôts, d'ISF si c'est réalisable, de manière ponctuelle. Actuel. Il peut y avoir de la promotion d'événementiel aussi. Les mairies organisent des choses très sympas en termes d'événementiel. On pourrait étendre ça à des choses qui soient plus globales, d'intégrer les deux mairies et que le gouvernement participe pour mettre en valeur les entreprises, les associations, les micro-entreprises. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de points où l'argent peut être dépensé. On trouve toujours un moyen de dépenser de l'argent de manière utile. Aussi parce que l'idée c'est pas de jeter l'argent par les fenêtres et de dire on a de l'argent donc on en fait tout et n'importe quoi. L'idée c'est qu'elle serve au plus grand nombre et que ce soit de l'argent qui soit bien employé. Donc oui, on a plein d'idées et vous avez vu que j'ai su en trouver pour les mairies, puisque j'ai eu la même démarche au niveau de mon mandat de maire en disant on a atteint un seuil qui paraît raisonnable, donc maintenant on va dépenser de l'argent public au profit des citoyens. Donc ça s'est traduit pour les services publics, ça s'est traduit pour les nouveaux arrivants, ça s'est traduit pour les entreprises. Donc tout ça, c'est des postes qui sont totalement envisageables. De l'accompagnement dans les mairies, dans des projets qui peuvent être limités parce que les fonds des mairies sont beaucoup plus limités que ceux du gouvernement. Et ce genre de choses nous tiennent à cœur. Et c'est ce qui nous tient à cœur de mettre en place. Tout à fait. Mais ça peut également être, j'ai pas le détail de ce qu'il fait actuellement, mais de revenir sur des rabotages qui avaient été faits avec des contrats passés avec les entreprises, etc. Parce qu'il n'y avait pas assez de sous et donc du coup des prestations qui avaient été diminuées, qui peuvent être revues à la hausse, qui pourraient servir à tout le monde. Voilà, il y a des idées. On en a, c'est pas ce qui manque. Maintenant, il faudra juste refaire bien les comptes de manière précise pour voir dans combien on peut en mettre en place finalement. Ouais, je peux vous prendre un exemple tout bête, c'est que ces derniers temps, par phase, on a des problèmes de don du sang, de manque de sang dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui est commun au nord et au sud. Et aujourd'hui, chaque mairie doit gérer un petit peu cette problématique-là, mettre en place des éléments de manière esselée, alors que c'est un problème qui est global à notre État. Ça peut être quelque chose qui peut être pris en charge par le gouvernement, Oui, mettre on une peut grande totalement mettre campagne, de l'argent dans mettre une des campagne, hein. moyens, faire des actions coup de poing comme il peut y avoir avec les garages en partenariat où il faut une réparation gratuite et contre un don du sang. Tout ça, ça peut être financé par le gouvernement. Ça peut être la publicité, ça peut être la mise en avant de ces opérations et ça peut être tout bêtement le financement de ces opérations. C'est le genre de point, ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose qui soulagerait les mairies et qui servirait à tous les médecins et à tous les citoyens. Parce que demain, si les médecins ont plus de poche de sang, quand les médecins vont devoir soigner des citoyens, ils vont avoir un souci. Donc tout ça, c'est des choses que peut mettre en place le gouvernement. Très bien. Alors, il y a pas mal de questions qu'on avait préparées que vous nous avez un petit peu spoilées dans cette première partie. Désolé, on parle Mais, trop. mais celle-ci, on l'a pas énormément abordée. Ouf. Euh, vous parlez de créer de nouveaux délits dans la liste des peines, si on a bien suivi. Oui, tout à Mais fait. il y a quand même une partie de votre programme qui parle aussi de faire un grand ménage. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? C'est Eh pas ben, du tout pas du tout. incompatible. C'est voilà. En fait, c'est pas parce qu'il manque des choses qu'il n'y en a pas en trop. C'est pas sur les mêmes points. On a constaté en discutant avec les forces de l'ordre ou même de l'expérience que j'ai de mon passé, qu'il y avait certains délits qui me manquaient. Aujourd'hui, je peux vous prendre un exemple très simple. Lorsqu'un véhicule d'entreprise est volé, c'est considéré comme un vol de biens privés.
c'est un délit mineur, ça coûte pas cher. Il y a des gens qui préfèrent voler des véhicules d'entreprise pour se rendre d'un point A à un point B que de prendre un taxi parce que ça leur coûte moins cher. Et la personne de l'entreprise perd du temps, perd de l'argent parce que elle travaille pas pendant ce temps-là, l'entreprise perd de l'argent, il faut qu'elle aille porter plainte, ça lui demande du temps. Et aujourd'hui, c'est un délit mineur. Le délit majeur qui correspond est beaucoup trop élevé en rapport avec le préjudice subi parce que c'est des amendes qui correspondent plutôt à des trafics et à du recel. Et donc, en fait, il manque par exemple un délit moyen qui correspond à ce type de vol de véhicule, qui prévoit un dédommagement pour la personne dont le véhicule a été volé. Si c'est une entreprise, le dédommagement du travail perdu, ce genre de choses. Tout ça, ça manque. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'y a pas des choses en trop dans les lois. Et en fait, le problème qu'on a avec les lois, c'est que chaque gouvernement successif a rajouté son petit lot de précisions, de lois, d'amendements ou de nouveautés, qui fait qu'on se retrouve avec un imbroglio énorme de lois qui deviennent compliquées à déchiffrer, pas très claires, et parfois même on se demande la finalité de la chose. Donc il y a un énorme travail de reprise de l'intégralité des codes de loi pour garder le nécessaire, et ça c'est très important, clarifier les choses et enlever le superflu. Je dis pas qu'il y en a énormément de superflu, mais il y en a. Et il y a toute une clarification à avoir sur des formulations, des choses qui n'ont plus de sens, parce qu'on a voulu corriger des changements dans la façon dont évolue notre île, qui évolue en permanence, mais qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Donc c'est à la fois un travail de création de ce qui manque, mais d'élagage de ce qu'il y a en trop. Et justement, sur cette partie en trop, vous avez un petit exemple là, un peu précis? Là, comme ça, dans le code des impôts, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement superflues, qui se répètent et qui pourraient être, bien réduites sur, des trucs tout bêtes. Alors ça peut pas forcément concerner le citoyen tous les jours, mais les taxes d'habitation, il y a des formulations extrêmement mal faites qui pourraient être, complètement modifiées. Dans le code judiciaire, si vous regardez le déroulement d'une enquête, il y a plein de surcouches qui ont été mises, modifiées, changées. Donc tout ça, ça doit être clarifié pour que les gens comprennent mieux la façon dont fonctionnent nos lois. Alors je dis pas que tout le monde va avoir envie de lire les lois, même une fois qu'on aura fait le tri, parce que ça reste quand même quelque chose de pas forcément toujours très accessible. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment un bon ménage à faire. Bon, on se rapproche tranquillement de la fin de cet échange. Euh, Votre programme prévoit des politiques de sécurité, de santé qui évoluent très régulièrement, encore une fois, pour reprendre vos mots. Est-ce que ça signifie une approche souple et adaptive ou plutôt un programme de réforme structurelle régulière? Je vois ça comme une façon de fonctionner souple et adaptative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, mieux que personne au Weasel, vous suivez l'actualité, les choses évoluent très vite. Une semaine, on a une problématique, la semaine d'après, cette problématique, elle a changé. Je ne dis pas que les politiques de santé et de sécurité, elles doivent changer tous les 4 matins, je dis qu'elles doivent s'adapter aux besoins. Aujourd'hui, on a une politique de sécurité qui date d'il y a plus d'un mois et demi. La politique de santé, je vous en parle même pas. J'ai sollicité plusieurs fois le gouvernement longuement pour qu'il entende les médecins et donc la direction des EMS et les représentants des EMS. Ce qu'ils ont fait il y a maintenant presque 2 mois, et il n'en a découlé aucune politique de santé. Aujourd'hui, les médecins, ils ont des préoccupations extrêmement importantes, ils ont des problématiques qui ne sont pas résolues, ils ont besoin du soutien du gouvernement, ils ont besoin d'avoir une politique de santé qui réponde aux besoins, qui donne des directives claires et qui montre aux citoyens quelles sont les directives qu'on attend auprès de nos services de santé, et c'est pas mis en place. Donc ça, c'est pas normal. On peut pas se permettre d'avoir des politiques qui n'évoluent pas pendant quasiment un mandat. C'est pas possible. L'île, elle évolue trop vite pour que les choses elles stagnent à ce point-là. Donc, en soi, parfois, il n'y a pas besoin qu'elles évoluent, mais parfois c'est nécessaire. Et donc tout ça, il faut le suivre, il faut s'adapter, il faut travailler avec les acteurs, parce que j'ai pas la prétention de savoir ce dont un médecin a besoin au jour le jour. Par contre, je peux le contacter, par contre, je peux discuter avec lui, je peux échanger avec lui pour savoir ses besoins. Et j'ai besoin de ces retours pour pouvoir justement répondre au mieux et mettre en place tous les éléments dont il a besoin. Parfois, ce ne sera pas faisable, mais la majeure partie du temps, on peut répondre aux besoins, qu'ils soient des médecins ou de la police en termes de politique de sécurité.
Et malheureusement, on parle souvent beaucoup de la politique de sécurité parce que la sécurité, c'est une grosse préoccupation des citoyens, mais on a tendance à souvent mettre la politique de santé comme la cinquième roue du carrosse. Les médecins, aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on les entende. Et c'est important aussi. Donc les deux seront évolutives, et je m'engage aujourd'hui devant vous, si je suis élu, à ce que j'entende les services publics et à ce que ces politiques, elles évoluent au gré des besoins. C'est pas forcément durcir les choses, c'est adapter les choses pour les rendre plus réalistes envers le terrain qui se présente sur notre île. Oui, et pour le coup, je suis vraiment content que vous nous permettiez de parler de ce point-là spécifique du programme, parce que c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure sur le volontarisme et le pragmatisme. C'est, on n'est pas là pour faire lancer des grands trucs qui verront peut-être jamais le jour. On est vraiment là pour faire en sorte que les services publics, tous, tournent le mieux possible pour rendre le meilleur service possible à tous les citoyens. Et pour ça, ils ont besoin, effectivement, comme disait Alex, d'être écoutés, d'être entendus, ils ont besoin d'être soutenus, et ils ont besoin d'avoir des directives qui soient claires. Ils ont besoin d'un cap, ils ont besoin de directives, et que ces directives soient affichées à la vue de tous, pour que tous comprennent quelles sont les priorités du moment. Donc ce point-là, c'est vraiment la bonne la mesure qui nous ancre le plus dans ces valeurs qui sont les nôtres. Aujourd'hui, que vous ayez des médecins, des pompiers, parce que ne les oublions pas non plus, les pompiers, ils font partie de nos services de santé et de sécurité. Ils ont un peu cette espèce de double casquette sur tout ce qu'ils interviennent. Ils ont plein de problématiques, comme les policiers, et donc toutes ces problématiques-là, il faut les adapter et les écouter et être réactif vis-à-vis d'eux, parce qu'ils peuvent pas se permettre d'attendre 3 semaines qu'on tergiverse en disant est-ce que je rajoute cette ligne-là? Bah, peut-être pas, attendez, il faut que je demande, etc. Non, non. Une fois que les besoins sont établis et sont identifiés, eh ben, il faut y répondre et leur donner le cap à suivre, et c'est le rôle du gouvernement. Eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je pense qu'après cet échange approfondi, le parti ASAP a clairement exposé une vision politique orientée vers l'action concrète, l'efficacité institutionnelle et la proximité avec la population. On retiendra plusieurs engagements assez forts. L'ambition de mettre fin à la stagnation des finances publiques, qui n'est pas rien. La volonté de créer un dialogue mensuel entre le gouvernement et les citoyens, ou encore la mise à jour du corpus juridique pour répondre plus efficacement aux réalités du terrain. Mais au-delà des mesures, c'est un positionnement politique assumé que M. Reyns et M. Davis défendent, celui d'un exécutif solide, disponible, mais aussi adaptable, capable de répondre à des crises ou des évolutions rapides sans immobilisme ni bureaucratie assommante. Les électeurs auront bientôt à trancher entre plusieurs visions de l'avenir de San Andreas. Cette interview, comme les autres à venir, s'inscrit dans notre mission journalistique. Informer en profondeur, confronter les discours aux enjeux et redonner aux citoyens les clés pour faire un choix éclairé. C'était Francine Schmitz pour le Weasel News. À très bientôt pour un nouveau face-à-face politique.